Bonsoir à vous et bienvenue à cette conférence, cette première conférence qui est organisée par la FASPA. Et merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être au rendez-vous ce soir. C'est en effet une première conférence que la FASPA réalise en ligne et qui se réalise dans le cadre, j'allais dire, de la situation sanitaire avec le Covid-19, mais j'allais dire, ce n'est qu'un prétexte qui, aujourd'hui, va devenir peut-être quelque chose de plus permanent. Pourquoi mettre en ligne? Parce que nous avons besoin aussi d'élargir à un public qui est proche des débats de la FASPA et qui doit être plus nombreux et non pas seulement limité à ceux de la région parisienne. Parce que j'allais dire que si on prend par exemple les soirées cinéma de la FASPA, eh ben, ils sont limités aux gens de Paris, voire de la région parisienne. Donc cette conférence va pouvoir permettre d'aller beaucoup plus largement et rejoindre l'ensemble des gens intéressés sur tout le pays. Elle se déroule donc avec Zoom, vous êtes inscrits, mais nous allons aussi pouvoir, lors des prochaines séances, la relayer avec AFASPA Facebook qui sera diffusée simultanément. Pour cette première, il n'y a pas de diffusion simultanée, mais elle permettra éventuellement à des gens de se joindre soit sur Zoom, soit sur Facebook à FASPA. Donc, pour des problèmes techniques, nous n'avons pas pu réaliser cette première avec ce domaine, mais cela va devenir possible pour les prochaines conférences. Pourquoi la FASPA a créé un nouveau support de connaissances, d'échanges, d'informations et de débats avec un regard sur le continent plus spécifique africain qui nous concerne? Il nous a semblé qu'avec la lettre de la FASPA, le site internet, les initiatives locales, nous avions besoin également avec, j'allais dire, aujourd'hui l'Afrique, mais c'est plus en termes d'archives que nous avons aujourd'hui l'Afrique. Il y aura un prochain numéro qui portera sur l'Algérie, mais il n'y a plus de diffusion permanente telle que nous le connaissions avant. Donc, nous avions besoin de solliciter, nous avons besoin de travailler avec des universitaires, des écrivains, des intellectuels, des militants pour porter un regard très différent et diversifié sur l'Afrique d'aujourd'hui. Plus que jamais, et en toute domestique, nous devons poursuivre notre rôle d'information à l'ensemble de la population de notre pays. Pour cette première conférence, nous avons invité un militant anticolonial avec un engagement internationaliste et anti-impérialisme. Homme aussi de littérature, car il a fondé une maison d'édition, notamment pour publier les livres qui étaient censurés par le gouvernement français, notamment le livre. Il faut pour poursuivre. Et ensuite, il a été poursuivi et expulsé pour ses engagements politiques afin de suivre, et il a donc été contraint d'émigrer en Albanie, puis en Suède, et il s'installe définitivement en France après avoir vécu très longtemps en Suisse. Il est l'auteur de mémoires, de deux ouvrages, Mémoire éclatée, puis de la décolonisation au déclin de l'Occident. Et le troisième roman, Le capitalisme, c'est la guerre, qu'il va nous faire partager sa recherche, ses réflexions, ses convictions et bien sûr ses pistes pour relever le défi de la guerre contre la vie et l'épanouissement des êtres humains de notre humanité. Le capitalisme, c'est la guerre, pose d'emblée le constat. Le capitalisme du réel, sa nature impérialiste. Sous l'angle des ambitions géopolitiques entre grandes puissances, c'est le cycle infernal
de la militarisation qui engendre guerre, exploitation, inégalité, exclusion, colonialisme, racisme pour les peuples. Et Niels écrit notamment, à la fin des années 40, la contre-révolution impérialiste déchaîne guerre et violence à l'encontre des mouvements d'indépendance et d'émancipation en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud pour espérer et pour imposer un système néocolonial. Une première partie du livre décrit au scalpel et avec minutie les causes d'au moins 13 conflits dont il relate les réalités. C'est l'accaparement des richesses de ces pays qui est convoité, le partage des zones entre pays colonisateurs n'étant plus le seul recours, et c'est donc d'organiser et de justifier à intensifier les guerres telles que nous les connaissons depuis 1945. Une deuxième partie de l'ouvrage, c'est un des aspects que j'ai relevé concernant les grandes puissances pour imposer leur vue et interpréter et détourner le sens des résolutions du Conseil de sécurité. Concernant l'Irak, par exemple, Colin Powell devra dire la résolution soumise au vote n'empêchera pas les États-Unis d'attaquer l'Irak. Autrement dit, peu importe ce que dira l'ONU. Et donc l'ONU est donc instrumentalisée et elle n'est plus le lieu de recours. Aujourd'hui, nous allons être confrontés à une technologie nouvelle. Chacun a entendu parler de la 5G. Eh bien, sur le plan militaire, les algorithmes est une composante au niveau militaire. Et c'est donc le contrôle qui va se passer, le contrôle qui donne la possibilité d'obtenir des gardes de masse, des masses de données qui vont toucher à la souveraineté des États et donc décisives lors d'un conflit. La dernière partie nous conduit et nous appelle à pousser la réflexion sur le comment inverser le cours des choses autrement. Face à la négation de l'individualisme, comment redonner sens à la solidarité pour relever ce défi? Est-il possible de construire des rapports de force pour inverser l'état réel du capitalisme? Est-il possible d'inverser le cours des choses et la question posée et à résoudre l'utopie à inscrire dans le réel? Alors, je vais laisser la parole à Niels qui va nous proposer son exposé. À toi, Niels. Merci Jean-Paul. Donc, je voudrais d'abord remercier la FASPA et Jean-Paul pour son introduction d'avoir organisé cette rencontre dans des conditions qui ne sont certainement pas les plus favorables, mais la situation demande de maintenir des échanges, d'autant qu'au niveau international comme au niveau national, durant cette période de crise sanitaire mondiale, les tensions vont s'intensifiant. Merci aussi à Michel de Caster, toujours sur la brèche, qui gère le Zoom, à Luc Chauvin, l'éditeur et défenseur du livre, qui est avec nous, et merci à tous ceux qui sont présents pour participer à ce débat. Je voudrais également que l'on ait une pensée pour Gisèle Fellender, à qui le livre est dédicacé, beaucoup parmi vous en mémoire, l'inlassable et courageuse militante qu'elle fut. Bon, il est d'abord nécessaire de situer un peu le contenu et le cadre du livre. Le capitalisme à la guerre est constitué d'arguments, dits ou écrits, dans le cours des luttes successives menées contre les guerres et interventions militaires depuis 1990. Avec le matériel disponible, il aurait pu compter plusieurs centaines de pages. Si c'était agi d'un travail universitaire, il eût fallu gloser sur la guerre, péché originel dans la nature de l'homme. Il eût fallu débattre les principes de nécessité et de proportionnalité entre ius ad bellum, le droit de faire la guerre, et ius in bello, la conception de la guerre de saint Thomas d'Aquin. Il eût fallu commenter les écrits incontournables sur la guerre de Carl Schmitt, juriste et philosophe nazi. Il eût fallu citer la littérature marxiste de Marx à Mao. Il eût fallu parler de la violence dans l'histoire et des guerres justes. C'est par la guerre que les peuples se libèrent de l'occupant ou de la colonisation. Il eût fallu faire entendre les déchirures communautaires
religieuse, coloniale, sociale, remontant loin dans l'histoire, des peuples des Balkans à l'Afghanistan, du Kurdistan au Rwanda. Ce n'est pas le projet du livre, qui, comme il l'est dit dans la préface de l'éditeur, est un manuel pour ne pas se laisser berner par les discours dissimulant l'ordre mondial capitaliste. Le livre a deux objets. Premier volet, être un rappel d'un passé proche, celui des guerres impérialistes et de l'OTAN depuis 1990, et un second volet, être une alerte de menaces de guerre dans un futur proche. Il part de la référence au discours de Jaurès le 25 juillet 1914, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Une déclaration qui intègre l'analyse de Lénine que les puissances impérialistes résolvent leurs contradictions par la guerre, et deux guerres mondiales en furent les conséquences. Mais après la chute du mur, au tournant des années 1990, l'Union soviétique s'est désagrégée. Les États-Unis sont seuls maîtres. Le monde atlantiste occidental n'a plus d'ennemis. La contradiction majeure, celle avec le projet socialiste, n'a plus cours. Le capitalisme est hégémonique et il n'est pas traversé par des contradictions antagonistes. À Washington, on proclame un nouvel ordre mondial de paix et il est annoncé la fin de l'histoire. C'est donc de la guerre. C'est dans ce contexte où il est carillonné par les gouvernements et les médias une ère de paix que va être vérifiée l'affirmation de Jaurès: le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Afin de dominer plus encore le monde, d'imposer partout, politiquement, économiquement, idéologiquement, le néolibéralisme et l'économie de marché, le capitalisme va avoir recours à la guerre. Guerre impérialiste, guerre du bien contre le mal, guerre de choc des civilisations. À la guerre du Golfe vont succéder les interventions militaires en Bosnie, au Kosovo, en Somalie et au Rwanda, les guerres d'Afghanistan, d'Irak, de Libye, les opérations en Syrie et au Sahel. Guerre menée avec toute la force écrasante des armées modernes, guerres lors desquelles le droit international est violé, guerres qui ont leur Guernica, guerres où on torture et sont commis des crimes contre l'humanité. Le rappel de ce passé proche vérifie pleinement la déclaration de Jaurès: la guerre est dans la nature du capitalisme. Mais ce rappel démontre aussi comment les opinions publiques, les citoyens, sont manipulés et conditionnés par leur gouvernement et par les médias à accepter la guerre, en usant de l'argument de défendre la paix, la liberté et la démocratie, en se couvrant de résolutions des Nations Unies légalisant les interventions armées, en arguant de l'allégation juridique du droit d'ingérence humanitaire ou par la suite de l'obligation de protéger, en invoquant le prétexte de combattre le terrorisme qu'on en a suscité et créé, un sujet qu'il est important et nécessaire de justement définir, ou encore en ayant recours à des fake news fabriqués et répandus par des gouvernements et des chefs d'État. Ces moyens et d'autres seront utilisés demain pour justifier d'autres guerres. Ce sont les enseignements à tirer du passé proche. Second volet du livre, de quoi est fait le futur proche? Une précision. Le passé proche couvre une période de 30 ans. C'est à cette échelle qu'il faut parler du futur proche. Les profondes transformations survenues dans les rapports de force entre puissances historiques ou émergentes, le déplacement du centre de gravité des tensions internationales de la zone euro-atlantique vers l'Asie-Pacifique, les menaces d'affrontement entre des puissances régionales puissamment
armée, les politiques de surarmement, dont témoigne l'inflation des dépenses militaires sur les 5 continents, et l'élargissement du champ de bataille entre les grandes puissances jusqu'à l'espace exo-atmosphérique, inscrivent aujourd'hui les conflits potentiels non plus dans un cadre de guerre asymétrique, mais dans un retour à des guerres interétatiques de haute intensité. Ce à quoi participe la militarisation des sociétés, qui se constate concrètement et dont une manifestation en France est le service national universel, dont le gouvernement a confié la tâche au ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui distingue une guerre asymétrique d'une guerre de haute intensité? Toutes les guerres, depuis 1990, comme toutes les guerres de décolonisation, furent des guerres asymétriques, opposant des puissances de feu inégales, celles des armées coloniales, des coalitions militaires occidentales ou sous commandement de l'OTAN, coalitions intégrant en plus des armées privées de mercenaires, à des armées de puissance moyenne ou à la guerre de guérilla. Entre guerre asymétrique et guerre de haute intensité au XXIe siècle, il y a 2 distinctions principales, l'une militaire et l'autre géostratégique. La première, lors des guerres de haute intensité, il est fait recours maintenant à des stratégies qui incluent la guerre au sol, en mer, dans les airs et jusqu'à l'exoatmosphère. En disposant d'armes de haute technologie, allant des robots aux missiles hypersoniques et à l'arme atomique tactique, dont la miniaturisation, la furtivité et l'hypervélocité sont rendues possibles par l'intelligence artificielle. Des moyens et capacités technologiques de tuer et détruire sans commune mesure avec les aéronefs de 14-18 ou les Panzers de 1939. C'est un changement d'échelle dans la puissance de feu avec des moyens tueurs, robots, drones, satellites, échappant à tout contrôle humain dans la frappe de l'objectif. Dans des guerres menées avec des soldats augmentés, Rambo programmés, sans affect ni peur, lors desquels la protection des militaires est privilégiée sur celle des civils. C'est ce qui aujourd'hui distingue sur le champ militaire les guerres asymétriques des guerres de haute intensité du XXIe siècle. Ce risque de guerre de haute intensité est aujourd'hui ouvertement débattu entre politiques et militants et militaires. Des stratèges conçoivent les moyens de la victoire ou comment éviter la défaite. Les complexes militaro-industriels s'en gavent par les ventes d'armes dans le monde. Mais il y a une autre distinction à entendre entre guerre asymétrique et guerre de haute intensité, celle géopolitique. Depuis 3/4 de siècle, guerre de décolonisation, guerre civile, guerre hégémonique, l'Europe occidentale et les États-Unis ont été préservés des souffrances et des destructions de la guerre. Et la plus longue période de paix de notre histoire a été une paix pour soi et entre soi, regardant sur nos écrans des images de guerre chez les autres, contrôlées, filtrées, aseptisées, accompagnées d'un discours moralisant et justicier. Lors des conflits de haute intensité qui se profilent, en raison des bouleversements géostratégiques, nous ne serons plus spectateurs, plus ou moins solidaires et compatissants. Les nouveaux rapports de force dans le monde, les contradictions qui s'attisent, nous font devenir sujets et objets. Certains parmi vous ont peut-être lu sur le site d'Actazone le commentaire de l'article publié par Françoise Dumas, présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale, qui a pour titre « Éviter le déclassement stratégique en se préparant aux conflits qui viennent ». Le constat est lucide, sauf que, pour la France et pour l'Europe, le déclassement stratégique
n'est pas à éviter, il est. Les contradictions interimpérialistes sont aujourd'hui mondialisées. L'Europe est géographiquement la presqu'île de l'Eurasie. Son espace est donc réduit. Sa population l'est aussi. Elle est le seul continent avec une démographie négative, ce qui, sur le sujet de la guerre, limite ses ressources combattantes. Si la France et des États européens restent des grandes puissances militaires, elles sont militairement, technologiquement et scientifiquement déclassées par rapport aux États-Unis, à la Chine, à la Russie et même par rapport à l'Inde. Une conséquence de ces nouveaux rapports géostratégiques est que l'Europe ne dicte plus, comme au début du XXe siècle ou dans les années 1930, l'engrenage des contradictions interimpérialistes qui peuvent conduire à la guerre. Aujourd'hui, le cours vers la guerre ou celui du maintien de la paix relève de décisions prises au sein d'alliances idéologiques ou militaires auxquelles nous sommes liés par des traités, dont nous sommes dépendants et dans lesquels prévalent des intérêts de puissance, mais en ayant seulement le statut de partenaire et non de décideur. Nous devons être conscients de cette dépendance de la France et de l'Europe à des intérêts impérialistes devenus mondialisés, qui peuvent entraîner les peuples du monde et les peuples européens dans une guerre totale, et sachant en plus que la France, ayant la capacité militaire comme capacité de la première armée d'Europe, le peuple français se trouve en première ligne. Ce risque étant, nous allons faire le constat que nous, les peuples, principales victimes de toutes les guerres, sont exclus de décisions pouvant conduire à l'irréversible, prises par nos gouvernements. Ces décisions relèvent du seul pouvoir étatique qui répond aux intérêts d'étroits cénacles politico-financiers liés par des accords passés dans des alliances idéologiques et militaires. Il faut entendre la présidente de la Commission de la Défense des Forces armées de l'Assemblée nationale quand elle écrit, et je cite, « Pour le dire crûment, l'opinion publique doit être prête aux pertes qu'un conflit de haute intensité engendrerait et au débat que la guerre des perceptions avive jusqu'à la dérision. » Déclaration que décline il y a quelques jours, en style journalistique, le journal Les Échos. Je cite, « Notre pays, comme d'autres États, se prépare à un durcissement des conflits mondiaux. Le vieux rêve de paix perpétuelle qui était né dans les années 1990 s'estompe. Si la guerre s'invite à nouveau dans l'agenda géopolitique, il est temps de clarifier le rôle des citoyens. Qui veut mourir pour la France? Ces discours politiques et campagnes médiatiques participent du conditionnement et de l'instrumentalisation des opinions publiques dans ce diabolique engrenage. Au vu des mouvements tectoniques qui depuis 20 ans modifient la géopolitique mondiale et des tensions qui en résultent, tensions approfondies par la crise sanitaire, le cadre de notre lutte s'en trouve profondément changé. Il n'est plus aujourd'hui seulement utile de dénoncer les politiques impérialistes, les expéditions militaires, les politiques coloniales et néocoloniales, les crimes de guerre commis contre d'autres peuples, mais d'être conscient que ces guerres, nous les subirons aussi comme les peuples du Moyen-Orient, africains, d'Asie ou d'Amérique latine. Que nous sommes directement concernés, alors que les États européens et l'Europe ne sont plus le centre des contradictions interimpérialistes, qui ne décident plus du cours des choses que peuvent prendre ces contradictions, que nous ne sommes plus maîtres du jeu et que pour la première fois, la puissance militaire du monde occidental ne dispose pas d'une écrasante supériorité dans les conflits potentiels qui se profilent. L'Europe a perdu sa suprématie technologique et elle est en état de déclassement militaire par rapport aux principales puissances. Mais encore, l'Occident, qui a été jusqu'ici la principale bénéficiaire de la mondialisation économique et financière néolibérale, ne l'est plus. Et le soft power
la force d'influence et d'attraction sociale et civilisationnelle dont a bénéficié l'Europe, puis depuis 1945 les États-Unis, se voit mis en question et contesté. Cela oblige à de l'humilité et à la réflexion. Le constat est là. Mais surtout, il ne faut pas voir là un monde apocalyptique, sans retour. C'est un monde comme celui qui a précédé, traversé par des contradictions interimpérialistes, un monde capitaliste qui porte en lui la guerre comme la nuit porte l'orage, mais rien n'est inéluctable. Aussi menaçante soit la situation qui se profile et à venir, aussi défavorable soit le rapport de force, l'histoire connaît des retournements. Mais ces retournements ne tombent pas du ciel. Les actions conjuguées des peuples peuvent faire prévaloir la raison sur la guerre et rompre le cycle infernal qui se profile. Je souhaite que ce soit le débat que l'on ait ce soir. Merci. Niels vient de nous donner l'esprit de ces réflexions qui ont présenté dans un premier temps les différents conflits juste depuis 1990 et comment ils étaient véritablement fomentés et construits. Une deuxième partie qui pose véritablement une vraie question, quoi. On se demande, à partir de ce que tu viens de dire, quel espace reste aujourd'hui aux humains pour renverser, j'allais dire, la vapeur dans ce domaine, et comment, quels sont aussi, j'allais dire, les rapports de force qui peuvent encore exister pour transformer les choses d'une autre manière, parce que tu dis à un certain moment que les technologies qui existent aujourd'hui peuvent finalement anéantir, j'allais dire, la planète d'une certaine manière. Et l'autre question qu'on peut se poser, le capitalisme, est-ce que dans ce domaine, comment il réagit par rapport à ça? Parce que le capitalisme a besoin quand même que des gens produisent et créent des dividendes dans ce domaine et continuent d'amasser la financiarisation mondiale. Donc, quelles sont un peu l'interréaction qui peut exister dans ce domaine? Et ensuite, je ouvrirai la parole aux participants. Oui, je crois que l'important de la situation actuelle, c'est que face à la guerre, finalement, globalement, le monde entier est aujourd'hui dans la même situation. Nous ne sommes plus dans la situation, disons, privilégiée, où on était la force qui se projetait vers l'extérieur, la force intervenante, que ce soit au temps du colonialisme ou des conquêtes coloniales, ou la force qui décidait finalement du conflit en 1914 entre les puissances européennes ou en 1939 à nouveau entre les puissances européennes. Ce n'est plus nous qui sommes maîtres du jeu, mais avec des risques de guerre aussi potentiels, c'est-à-dire que nous sommes ramenés au niveau des peuples qui se sont opposés jusqu'à maintenant à la guerre et qui subissaient sans pouvoir être des décideurs de ces guerres. Hein. Donc, c'est une chose qui bouleverse totalement l'échelle et qui donc nous met en rapprochement et en unité avec les peuples du monde d'ailleurs et des autres continents. Ça, c'est un fait, disons, une évolution assez majeure, dont je pense que les Européens n'ont pas pris conscience, dont nous n'avons pas encore conscience, mais qui est la réalité. Hein, il faut s'en convaincre, parce que c'est autrement, l'engrenage nous conduira et l'Europe n'échappera pas cette fois, comme depuis les années 90, à des conflits. J'entends l'Europe occidentale, l'Europe
capitaliste, le centre du capitalisme, n'échappera pas à la guerre, à une guerre de haute intensité qui peut survenir. Donc ça, je crois que c'est une des prises de conscience premières qu'on doit avoir. Nous ne sommes plus les maîtres, nous ne décidons plus seuls de notre avenir. On est partie prenante, mais on est partenaire, on n'est pas décideurs principaux. Les conflits, on le sait, le conflit majeur aujourd'hui qui se dessine, c'est entre les États-Unis et la Chine. Comment il se déroulera, il faut voir que, et c'est heureusement, des deux côtés, il y a des forces qui cherchent le conflit se déroule par des contradictions économiques et commerciales, mais il y a des partisans des deux côtés d'un conflit ouvert. Donc, ce conflit ouvert ne pourrait pas rester limité entre, encore une fois, je parle à l'échelle de 20-30 ans, je ne parle pas à une échelle de 2-3 ans, ne pourrait pas se confiner à un conflit entre les États-Unis et la Chine, mais il deviendrait immédiatement mondial. Il y a les contradictions aussi avec l'Union soviétique, et ça, actuellement, c'est un peu le rôle de l'OTAN, d'une OTAN recentrée sur l'Europe. Donc, les tensions sont partout. Et on sait très bien que quand il y a tension, elles peuvent être contrôlées, mais aussi elles peuvent échapper à tout contrôle. D'autant qu'il y a des acteurs dans le monde qui, on ne sait pas, il y a des situations aussi dans l'Asie, l'Asie, le Moyen-Orient et en Asie qui sont au trouble. Il y a les problèmes d'ambition stratégique et comme des pays comme la Turquie. Enfin, il y a plein de contradictions. Et on sait très bien que les engrenages, la 14-18, c'est Sarajevo, et 39-45, c'est Danzig. Il ne faut pas des événements majeurs pour que l'engrenage se mette en route. On n'en est pas là aujourd'hui, mais on est dans une logique et dans un processus. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important de poser les problèmes suffisamment en amont pour que la prise de conscience se fasse dans les peuples et que l'opposition l'opposition à ces risques de guerre et à ces potentiels de guerre se manifeste pour empêcher l'engrenage. Et je pense que là, c'est pas un front étroit, c'est un front large. Quand je fais allusion à l'après-guerre 39-45, avec le mouvement contre la guerre, effectivement, l'appel de Stockholm et le mouvement contre la bombe atomique a été un mouvement massif qui s'est manifesté dans le monde entier. Je pense que sur les conflits qui se profilent, c'est cette recherche-là, cette démarche-là qu'il faudra avoir pour mettre des grains de sable dans les rouages. Merci à Niels Andersen pour cet exposé tout à fait intéressant et concis. Pour l'essentiel, je partage l'analyse qu'il a faite de l'évolution de la situation et des contradictions, des conflits au sein de l'impérialisme. Et alors, ma question est la suivante. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que si on est dans la situation que vous avez décrite et que je partage, alors la question de se positionner par rapport à l'impérialisme et à la lutte anti-impérialiste devient quelque chose de très important. Et moi, je suis frappé que dans ce temps-là, on discute beaucoup de savoir s'il faut un jour à la cantine sans viande, si on va régler nos problèmes par l'électricité ou pas, etc., etc. Mais les questions de l'impérialisme, les questions de ces affrontements ont complètement disparu, ou s'ils n'ont pas disparu complètement du paysage politique, en tous les cas, un certain nombre de ceux qui prétendent à se substituer au pouvoir actuel, et je pense par exemple à un homme qui s'appelle Yannick Jadot,
qui prend exactement dans ses discours la même rhétorique que Macron, les dirigeants américains, anglais, européens, sur les régimes autoritaires qui dirigent la Chine, la Russie, la Turquie, etc., etc. Finalement, est-ce qu'on n'est pas là à la croisée des chemins de la nécessité finalement de faire de la question de l'impérialisme une question majeure de la pensée politique de ceux qui veulent transformer le monde? Voilà. Je pense effectivement que, bon, actuellement, la situation naturellement est un peu brouillée par le problème de la crise sanitaire. Et le sortir de la crise sanitaire sera certainement imprévisible et aura des conséquences sociales, économiques et humaines très fortes. Mais il est une chose certaine, c'est que pendant la crise sanitaire, les rapports mondiaux, les rapports globaux, les contradictions interimpérialistes ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans qu'il y aura les perturbations de la crise sanitaire, on va voir que les choses, la sortie de la crise, les rapports internationaux globaux vont être profondément modifiés, avec de nouveaux rapports de force. Hein. La tension qui existe, par exemple, parce que c'est quand même la tension la plus évidente, entre les États-Unis et la Chine, dont les États-Unis disent ouvertement que la Chine est finalement la menace principale, c'est une situation assez nouvelle. Dans le moment le plus fort du rapport de force entre l'Union soviétique et les États-Unis, et qui les opposait idéologiquement et frontalement, et avec un clivage là idéologique, l'Union soviétique, on estime, hein, c'est des estimations, mais on estime que l'Union soviétique avait un potentiel par rapport à la puissance militaire, économique et financière des États-Unis de 40% par rapport à 100% pour les États-Unis. Aujourd'hui, la situation, avant le Covid, on estimait que le rapport de la Chine, là aussi militairement, économiquement, financièrement, par rapport aux États-Unis, était de 70%, et on pense qu'au sortir de la crise, il sera, comme ils ont géré différemment la crise, il sera à 80% du potentiel des États-Unis. C'est-à-dire que pour la première fois, les États-Unis ont en face quelqu'un, une puissance capitaliste, c'est parce que le système économique chinois est capitaliste. Hein, c'est une contradiction interimpérialiste capitaliste, mais une contradiction fondamentale où pour la première fois, les États-Unis n'ont pas une supériorité claire et, disons, écrasante, ou en tout cas clairement dominante. Donc, cette situation-là va conditionner les 10 ans et 15 ans à venir. Hein. Et c'est là où le danger de crise est grand. Tout le monde, oui, les va-t-en-guerre travaillent, ou d'autres, quand même à l'intérieur du monde capitaliste, et même à l'intérieur du monde capitaliste, il y en a qui ont des réticences. On peut faire des citations, j'en ferai une tout à l'heure là-dessus, qui est très évidente. Je peux la faire tout de suite parce que je crois qu'elle est là. Oui, je vais la faire, elle est assez évidente. Un instant. Je cite Thierry Montbrial, qui est quand même un des cas des gens les plus essentiels dans les think tanks du pouvoir français. Pour l'Union européenne, elle devra résister aux tentatives américaines de transformer l'Alliance atlantique en sainte alliance des démocraties plus ou moins libérales contre le collectif des États autoritaires ou autocratiques. Elle devra accroître sa marge de manœuvre vis-à-vis des États-Unis, évidemment sans tomber dans la dépendance de la Chine. C'est évident. Mais c'est-à-dire que même au sein du cœur du capitalisme, ce risque, ce potentiel de conflit n'est pas non plus souhaité et apprécié. Ça n'empêchera pas que dans ce conflit, la France fera le choix que feront les États-Unis, hein, et sera engagée dans le choix que feront les États-Unis, inéluctablement, et ça, il n'y a aucun doute, sauf
ce qu'on souhaite, résistance populaire, résistance des citoyens. Hein. Donc, voilà ce qui se dessine pour les années à venir et que je crois va ressortir de façon plus évidente au moment où la situation va se décanter après la crise et la crise sanitaire. Les choses ont beaucoup, c'est un fait évident, les choses ont beaucoup bougé dans un temps court et la crise a accéléré ce processus. Merci pour cette initiative, pour, comme ça a été souligné, poser des questions de fond qui sont terriblement absentes du débat politique actuel et qui, quand elles sont traitées, ne le sont que sous l'angle de, je dirais, désigner l'ennemi. On vient de parler de Jadot. C'est clair que la position qu'il défend actuellement par rapport à la situation internationale, c'est un alignement total sur les thèses américaines qui font de la Chine le danger principal, avec juste une petite contradiction, c'est que son propre parti, du moins une partie d'entre eux, sont pour la sortie de l'OTAN, et c'est clair que Jadot n'est pas sur cette position. Bon. Ceci dit, je pense qu'il y a peut-être des éléments de réflexion que je voudrais ajouter à ce qu'a exposé Niels, où évidemment je suis d'accord sur la question que nous sommes dans une phase d'aiguisement de toutes les contradictions du système, et en particulier les contradictions entre les différentes grandes puissances. Mais je pense qu'il y a deux éléments qui semblent importants d'ajouter, qui sont aussi en filigrane, mais je préfère les mettre le doigt dessus. Je vais utiliser un mot qui est peut-être tellement utilisé, mais je veux parler de la lutte de classe. Je pense que dans les contradictions du système impérialiste, la question de la lutte de classe est une des contradictions fondamentales. Et cette contradiction fondamentale, elle se retrouve partout. Quand je dis partout, ça veut dire dans tous les États concernés par cette course aux armements, par cette course de tous contre tous avec les alliances contre eux. Et quand Niels parle de justement que la sortie, l'issue ne peut être qu'entre les mains des peuples et des travailleurs, je pense que c'est un élément essentiel. Et c'est pour ça que le premier acte qu'il faut poser, et je pense que Niels l'a aussi souligné, c'est faut résister déjà dans la tête à la pression qui voudrait nous rendre partie prenante de cette confrontation entre puissances impérialistes. C'est-à-dire, on nous demande de prendre position pour l'un contre l'autre, exactement de la même façon que pour toutes les guerres de basse intensité, comme par exemple la guerre contre l'Irak, la guerre contre la Libye et tout ça, toujours on nous a sommé de prendre position pour la guerre contre un dictateur, pour sauver un peuple qui subit la domination d'un dictateur, etc. Bon. Résister à cette pression, être capable de dire non, ça me semble déjà extrêmement... Enfin, c'est le premier pas. C'est peut-être pas encore un pas qui se traduit de façon massive, mais je suis convaincu que dans l'opinion, l'opposition à la guerre est majoritaire. Deuxième élément, justement la force des peuples. Je pense que nous sommes actuellement confrontés à une situation très particulière, par l'enfance. C'est qu'effectivement l'impérialisme français n'a pas la puissance de ses ambitions. Il veut, par exemple, Macron veut gérer l'Afrique comme l'impérialisme américain peut
comment dirais-je, vouloir gérer le monde. Sauf que ni l'impérialisme américain, ni l'impérialisme français n'ont vraiment les moyens de cette politique. On le voit au Sahel, on le voit dans les opérations militaires actuelles, par exemple à Barkhane. Il suffit qu'un des pions, comme Idriss Déby, meure dans des conditions qu'on ne connaît pas encore tout à fait bien, pour que tout à coup on dit le dispositif Barkhane est mis en danger. Pourquoi c'est important pour nous? Bien sûr que je suis d'accord pour dire que c'est pas la France qui dicte sa volonté aux puissances mondiales, aux puissances qui dominent actuellement le scénario mondial. Sauf que, justement, cette domination, et en particulier, par exemple, du camp occidental, si un des pays est affaibli, si un des pays est remis en cause, par exemple, si on arrive à faire pression pour que, par exemple, la question de la sortie de l'OTAN soit posée de façon plus massive chez nous, que la question de la remise en cause de la politique de la France en Afrique est remise en cause, je pense que ce sont des combats qui non seulement sont absolument indispensables, déjà vis-à-vis des peuples d'Afrique qui subissent ces guerres, mais aussi parce que ce seraient des victoires qui affaibliraient cette grande coalition des puissances impérialistes. Donc pour terminer, évidemment c'est tout un débat, que je pense qu'il faut absolument garder en tête que nous, notre principal moyen d'action, c'est de gagner les têtes. Nous ne pouvons pas peser sur les choix économiques ou à la marge. Par contre, il faut qu'on gagne les têtes, et les têtes de notre peuple, la tête de notre peuple, dans l'opposition à la politique de guerre qui est menée actuellement en Afrique, à l'opposition sur l'alignement de la France sur la politique américaine, avec la question de l'OTAN, avec tout ça, et aussi l'alignement de la position de la France vis-à-vis de la situation actuelle, par exemple dans le Pacifique. Juste un détail, mais ça c'est pas tout à fait un détail. Pourquoi est-ce que la France tient tellement à conserver la maîtrise de la Kanaki? Il suffit de prendre une carte pour se rendre compte que le Caillou est positionné dans une zone stratégique où aujourd'hui le conflit entre les États-Unis et la Chine sont au plus haut. Et vous le voyez à travers la propagande qui est faite aujourd'hui en France pour dire il ne faut pas que les Kanaks gagnent leur indépendance, parce que s'ils deviennent indépendants, ils seront forcément absorbés par la Chine. Donc un petit peuple kanak, quand je dis petit, c'est du point de vue du nombre, fait partie de ce combat. Quand il se bat pour son indépendance, c'est un grain de sable. Niels parlait des grains de sable qu'il fallait mettre dans l'engrenage. Ça fait partie de ces grains de sable. Et je pense que ce qui est important dans le travail d'explication, de mobilisation, c'est justement de faire prendre conscience qu'il y a beaucoup plus de grains de sable qu'on ne le pense, chez nous comme au niveau international, et que la question qui nous est posée, c'est d'arriver à ce que nous soyons solidaires de ces différents combats. Voilà ce que je voulais un peu amener dans le débat. J'ajouterais peut-être une chose qui complète ce que vient de dire Christian. La question de la défense nationale est définie aujourd'hui dans le livre blanc de la défense et de la sécurité. Ce livre blanc de la défense et de la sécurité, qui a été élaboré d'abord par Sarkozy et rédigé à nouveau sous la présidence de Hollande, en gardant exactement le même caractère, après le retour de la France dans l'OTAN, fixe comme objectif la défense de la France, bien sûr, sur le sol français, c'est le minimum. Mais la France est la première puissance militaire en Afrique non africaine.
c'est écrit tel quel. Nous sommes la première puissance militaire en Afrique, non africaine. Donc, avec tout ce que cela implique. Nous sommes la deuxième puissance militaire, la France est la deuxième puissance militaire après les États-Unis dans le Moyen-Orient, au centre même, dans l'épicentre des contradictions de ces 20 ou 30 dernières années. Nous sommes une puissance dans le cadre des conflits éventuels dans l'Asie-Pacifique. Et l'envoi de corvettes récemment fait partie de cette politique-là. Et nous sommes la deuxième puissance mondiale maritime. Ça, c'est la Kanaki, etc., qui sont incorporés là-dedans. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui la France, avec les moyens économiques, humains et autres, puisse être la deuxième puissance militaire en Afrique, la première en Afrique, la deuxième dans le Moyen-Orient, en présence d'Afrique, et la deuxième puissance mondiale maritime. Vous savez ce que c'est que contrôler des mers et des îles et des territoires sur mer? C'est absolument délirant. Hein? Donc, il y a vraiment là, justement, la France, effectivement, est la première puissance militaire européenne, mais la première puissance militaire européenne, elle n'est pas la deuxième puissance militaire mondiale. Et c'est pourtant ce que laisse entendre le livre blanc de la défense. Et donc là, il y a vraiment une révision absolue à faire de la conception de la politique militaire et de défense de la France. Moi, je rebondis un peu sur l'affirmation de Christian quand il dit l'opposition à la guerre est majoritaire. Certes, mais qu'en est-il aujourd'hui de la bataille d'idées et de la lutte pour le désarmement? Où est-ce qu'on en est concrètement sur ce point? Il y a eu, il y a 10 ans en arrière, des mouvements de la paix, etc., qui avaient construit un argumentaire rassembleur pour lutter. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Je pense que si on pose aux gens de façon neutre, êtes-vous pour ou contre la guerre, les positions contre la guerre sont très largement majoritaires, ça va de soi. Cela étant, l'opinion publique est manipulée et travaillée. Elle est travaillée par les médias, elle est travaillée par les gouvernements, etc. Et on sait qu'ils ont les moyens par tous les moyens, y compris les fake news. Il n'y a pas 5 des guerres, les guerres du Kosovo, la première guerre d'Irak, la deuxième guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, ont toutes été justifiées par des fake news. Et des fake news qui ont été à un haut niveau. La première guerre d'Irak, c'est la CIA qui a monté une séquence avec une Irakienne parlant des forces de Saddam Hussein qui entraient au Koweït et tuaient des bébés dans les maternités. Celle qui parlait était la fille de l'ambassadeur d'Irak à Washington, qui n'était pas au Koweït et qui n'avait rien vu du Koweït. Hein? Une des plus flagrantes, c'est aussi pour l'Afghanistan. Là, c'est Tony Blair. Tony Blair donne une information sur Ben Laden. Tony Blair lui-même dit que son information ne pourrait pas être… Tony Blair, qui est avocat de formation, dit lui-même que sa déclaration ne pourra pas être retenue devant un tribunal. Mais il accuse Ben Laden de choses dont il n'a aucun élément pour. Et il se fonde sur une thèse qui a été produite par un étudiant qui a fait sa thèse comme tous les étudiants font avec quelques informations glanées. Et cette thèse d'un étudiant qui n'est même pas encore admis, la thèse n'a pas encore été admise, devient officielle pour Tony Blair. Et quand Colin Powell brandit ses petites fioles devant l'ONU pour dire que Saddam Hussein a la bombe atomique, il se fonde aussi sur cette thèse qui est une thèse
comme une autre et qui n'avait pas des arguments plus pratiques. Donc, on manipule les opinions et les opinions ont été manipulées. Beaucoup de gens, à ce moment-là, ont cru. Hein, même Karl, le représentant de la Suède auprès de la commission de l'AIEA de l'énergie atomique a dit « J'attendais les preuves de ce qu'il disait. » Elles ne sont jamais venues. Et on a beau lui demander à l'AIEA, ils ne les ont jamais fournis. Donc, les mensonges, ça, il n'y a aucune hésitation à en répandre et à en créer et à en fabriquer. On nous parle beaucoup actuellement qu'il faut interdire les fake news. D'abord, pensons qu'il y a des fake news d'État officiels et répandus par les chefs d'État eux-mêmes. On a des exemples avec les guerres précédentes. Donc, oui, les gens sont naturellement contre la guerre, mais la capacité de manipulation aujourd'hui par les moyens médiatiques, par les discours des gouvernements ou d'autres, etc., sont extrêmement puissants et forts, et nous n'avons pas toujours la possibilité et les moyens en face de pouvoir les contrer et de donner la contre-information qui corrigerait cela. Donc ça, c'est là où on a un point de faiblesse dont il faut être conscient et qu'il faut effectivement créer les conditions de le limiter ou éventuellement de le compenser. En fait, c'est l'aspiration des peuples, du peuple français comme l'aspiration des citoyens du monde, c'est la paix. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de culture de paix. Et quand on parle de culture de paix, moi je le vois sur des élus locaux, par exemple, où la démocratie participative disparaît. Elle a pu être créée, mais elle disparaît. La culture de paix pour les enfants par les élus quand il y a des conseils municipaux d'enfants. Localement, on peut faire toute une déclinaison. Et quand tu parlais de culture de la vérité et des fake news, on est exactement dans toutes ces choses, puisque, en fait, quand nous discutons entre nous, et là nous sommes sur un débat avec des experts et des personnes qui sont sur ces sujets, eh ben, on ne l'a pas sur des niveaux locaux politiques. C'est-à-dire que sur les politiques extérieures, il y a très peu d'élus locaux qui en parlent. Il n'y a pas de débat sur ces sujets. Moi, j'ai été sur une ville et sur une agglomération de 100 000 habitants. Si je n'étais pas dans des instances différentes, il n'y a pas de débat sur ces sujets. Et quand on parle de culture de paix, on peut l'avoir dans d'autres pays. Et la France aujourd'hui n'a pas une belle image, et on le sait. Que ça soit sur les guerres de Biafra et comme on le disait tout de suite sur des visions humanitaires où un citoyen lambda a une évocation par rapport à tous ces éléments, ces arguments qui sont présentés dans tous ces médias en fait pour faire pleurer les chaumières, si je peux me permettre. On n'en est pas sur ces grands débats que nous avons entre nous, et je vois que la FASPA a encore un grand travail en fait de culture de paix à distribuer en fait dans beaucoup d'instances par rapport à ce sujet, même si je peux émettre cette déclinaison en fait de liaison internationale, locale, nationale en fait. Voilà. C'était un rajout que je voulais effectuer. Ça, c'est tout à fait exact que bon, il y a le problème de la culture de paix qui est un travail que tu mènes, que le mouvement de la paix mène aussi et avec très activement. Mais il y a effectivement ce domaine, cette question importante, c'est que les questions internationales en général, mais les questions militaires et les questions de la diplomatie, des relations diplomatiques, les peuples en sont exclus. Les gouvernements ne leur donnent pas, il n'y a pas, et les peuples finalement malheureusement ne s'y investissent pas assez parce qu'on ne crée pas les conditions, parce qu'effectivement les politiques n'en parlent pas, parce que si la question de la guerre par exemple, même en France, c'est pas le Parlement qui décide, c'est le gouvernement. Hein. Alors par exemple, on a un exemple très précis. Chirac dit non à la guerre d'Irak.
contre l'establishment. Hein, il faut lui laisser cet acquis, hein, et dit non à la guerre d'Irak. Mais c'est pas le Parlement, c'est pas le peuple, c'est pas lui. Donc ça, bon, donc les questions militaires, l'ONU. Qu'est-ce qu'on sait? Les décisions qui sont prises par la France à l'ONU. Personne n'en sait rien et personne ne rapporte rien là-dessus. Alors qu'elle prend des positions qui seraient souvent à discuter et à critiquer. On n'en sait rien. Ce sont des domaines réservés. Et donc là, il y a effectivement, c'est pas simple parce que la vie quotidienne est là, le travail est là, il y a les problèmes de famille, il y a tout. Il est difficile, en plus d'ajouter les problèmes du monde et les questions internationales. Mais c'est une question, effectivement, qu'il faut trouver les moyens, trouver les formes, trouver les moyens d'information pour que les gens soient aussi conscients de ce qui est décidé au niveau militaire, au niveau diplomatique, au niveau des instances internationales. Et que ça participe au débat. Ça participe au débat que les élections présidentielles, en général, c'est des domaines évacués. On n'en parle pas parce qu'effectivement, ils ne sont pas dans le circuit que les citoyens débattent. Ils débattent, comme tu le disais, des questions quotidiennes, etc., et des questions sociales. Et bon, tout ça est important. Mais comment introduire effectivement ce qui décide finalement beaucoup de leur devenir aussi au peuple, les questions internationales et les décisions qui sont prises. Ça, c'est un vrai sujet. Rompre le domaine réservé que sont les questions militaires et diplomatiques du pouvoir et de l'État. Il y avait quelque chose qui m'était venu à l'esprit au niveau de ce que tu disais par rapport aux guerres asymétriques et par rapport aussi au risque de guerre de haute intensité. C'est les questions de la maîtrise aussi bien par la population, les élus, l'intermédiaire et les États, qui petit à petit, finalement, ça échappe. C'est ça, cette question qui échappe de plus en plus aux gens, quoi. Donc, moi, la question que je voyais, c'était que même dans les guerres actuellement, les guerres asymétriques, les choses, elles échappent de plus en plus à ceux qui les mènent. On voit avec les bavures que Barkhane a fait au Sahel, en attaquant des gens parce qu'ils envoient un drone et puis parce qu'on repère ça de loin et on bombarde un mariage parce qu'ils avaient trouvé qu'il y avait, ils disaient non, c'est pas un mariage, c'est un rassemblement de djihadistes. En fait, il y avait 3 hommes armés là-dedans qui en étaient peut-être, mais il y avait quand même 19 personnes qui sont mortes. Donc, il y a cet aspect de plus en plus, la technologie, elle fait en sorte que même ceux qui mènent les combats, ils en sont petit à petit dépossédés. Là, on parle maintenant du soldat augmenté. Et ça devient super grave. Et on n'est pas encore dans ces guerres asymétriques, mais on a déjà les soldats qui vont même déjà être, disons, je ne sais pas comment techniquement ils font, mais en sorte que le soldat lui-même, il soit piloté, peut-être tu as des explications un peu plus claires que je peux en avoir sur ce que c'est qu'un soldat augmenté. Mais au niveau des guerres aujourd'hui, on voit que même les parlementaires français n'ont pas été consultés pour déclencher ou augmenter ou faire des opérations extérieures et tout ça. Même les parlementaires français, ils arrivent après la bataille et puis le président, il les informe. Il a fallu qu'un Bernard-Henri Lévy aille parader sur les remparts de Benghazi pour d'un seul coup, Sarkozy dit « Oh là là, mais c'est grave, il faut qu'on envoie du monde. » Et en plus, à l'époque, il nous faisait dire qu'il fallait absolument qu'on intervienne donc en Libye, parce qu'il y avait des gens qui risquaient de se faire vraiment massacrer à Benghazi. Et on n'a pas été nombreux, les organisations, à dénoncer
cette intervention parce qu'on savait bien que derrière, et on n'était quand même pas non plus des grands clercs, mais il y en avait d'autres, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et que ça allait, le but était quand même de dégommer un chef d'État, tout dictateur qu'il est, laissons aussi son peuple s'en occuper, mais en plus, ils savaient que ça allait être vraiment un vrai bazar en Libye, compte tenu de la situation particulière de ce pays et de la manière dont il était gouverné et de la manière dont il fonctionnait au niveau de sa sociologie, et que ça allait faire une dissémination des armes, de la guerre, et d'ailleurs, ça c'est ce qui s'est produit. Donc, à un moment donné, les choses qui échappent aux gens, et maintenant, avec ces alliances, comme tu disais, les alliances dans lesquelles on se retrouve, et que ces alliances, elles vont nous faire, elles nous amènent à ce que même l'État, même les gouvernements n'auront pas la main mise dessus, s'ils décident de faire une guerre, parce qu'à un moment donné, les États les plus forts, ceux qui décident vraiment qui ont les choses en main, ils vont décider de faire partir. Alors, on peut se poser la question, mais ils sont fous parce que même leurs intérêts personnels économiques, s'il y a une guerre mondiale à ce moment-là, mais il y a tout qui pète et alors leurs paradis fiscaux, enfin tout ce que l'on veut, leurs richesses, elles vont partir. Donc c'est vraiment de la schizophrénie cette affaire-là. Là, il y a du reste un enseignement à tirer. On reviendra sur Barkhane parce que c'est un cas aussi intéressant, mais sur l'ensemble des guerres qu'il y a eu d'Irak, d'Afghanistan, de Libye, et ces guerres-là. Alors que la puissance militaire était incomparablement supérieure et que toutes ces guerres ont été militairement gagnées. C'est-à-dire l'armée irakienne est écrasée, Kadhafi a disparu, etc. Militairement, il n'y a on peut seulement faire le constat d'une écrasante victoire militaire. Les 2 fois en Irak, en Libye, et finalement, d'une manière beaucoup plus compliquée, en Afghanistan. Malgré cette puissance-là, aucune de ces guerres n'a pu se terminer par une situation de paix. Ils ont une armée qui gagne la guerre, on doit être capable d'établir la paix derrière. Eh bien, nulle part, ils n'ont été capables de l'établir. C'est aussi un signe de la limite et de la faiblesse de la capacité des impérialistes aujourd'hui de se trouver effectivement en mesure parfaitement de gagner les guerres et même sans équivoque, en dominant largement, mais incapacité. Il n'y a pas la paix en Irak, il n'y a pas la paix en Libye, il n'y a pas la paix en Afghanistan, il n'y a pas non plus la paix absolue, même en Bosnie, enfin, etc. Donc, ça, c'est quand même l'échec de ces opérations-là. Parce qu'ils n'ont pas pu établir leur contrôle absolu et établir leur domination absolue en établissant un système entre guillemets de paix. Deuxièmement, alors pour prendre Barkhane, ça c'est l'opération Barkhane dès 2014, enfin les premiers jours de l'opération Barkhane. Il y avait un colloque que fait, je me souviens, l'IREMO, où c'est l'impasse, parce que le Mali seul, ça n'existe pas, c'est le Sahel. Et le Sahel, c'est impossible à la France d'avoir une armée qui puisse mener des opérations au niveau du Sahel. C'est exclu. Hein, et donc, c'est l'impasse absolue, programmée et désignée. Hein. Donc, cette impasse-là, aujourd'hui, elle est évidente. Alors, pour les intérêts que l'on comprend, et parce qu'on est, la France, finalement, est là pour défendre les intérêts de la France et les intérêts des Occidentaux sur le continent africain, et la mission de faire ça. Et comme elle est la puissance coloniale antérieure, donc elle a ce mandat. Les Français eux-mêmes voudraient bien avoir un soutien européen pour ça. Hein. Le gouvernement français n'est pas quand même complètement idiot là-dessus, et il sait très bien
qu'il est noyé dans le Sahel et qu'il n'y a aucune chance. Les espaces, l'adversaire, tout ça, même malgré l'appui technologique de renseignement des États-Unis, ne permettent pas de gagner quoi que ce soit dans cette zone-là. C'est une guerre dans l'impasse. Mais où est l'appui de l'Europe pour ça à la France, hein? Il y a 3 ans, qu'il y a des discussions entre la France et l'Union européenne pour recevoir des troupes européennes. Après 3 ans, il y a une compagnie de 150 hommes, dont 110 sont français. Les 40 autres sont européens. C'est donc, c'est une impasse absolue parce que il n'y a pas les forces, il n'y a pas les machins. La France est dans une aventure où on la laisse nager seule et elle ne veut pas se retirer parce que c'est son prestige militaire, c'est son prestige de puissance militaire. Non, là aussi, comme en Irak, comme en Libye, comme en Afghanistan, on est dans l'échec militaire. Et il faut en tirer les conclusions. Cet échec-là est patent. Et tu as souligné une chose très juste, au moment de la guerre de Libye, c'est le mouvement anti-guerre qui a existé en France pour l'Afghanistan et pour l'Irak. Il a existé. Il y a eu des manifestations, il était peut-être moins fort que dans d'autres pays, les pays anglo-saxons en Allemagne, mais il a existé. Il s'est effondré au moment de la Libye. Pourquoi il s'est effondré? Parce que c'était notre impérialisme qui était en tête. Et finalement, une grande part de l'opinion française se plie à son impérialisme et accepte cet impérialisme. Et c'est là où il y a un travail à faire, hein, et y compris sur la question Barkhane. Hein. C'est l'idée que la France défend la démocratie et ailleurs, c'est une chose qu'il faut débattre, discuter et convaincre. Mais les interventions depuis 1990 à aujourd'hui, globalement, ont été dans l'impasse et dans l'échec. Et ça, c'est aussi un signe, une analyse qu'il faut faire et d'expliquer aux gens qu'il faut en finir avec l'interventionnisme militaire de la France et des Européens et de l'OTAN et des États-Unis dans le monde et dans ces régions. Nous sommes dans une situation d'échec. C'est un bourbier. Personne ne veut y aller, comme tu dis, les Européens ne veulent pas y aller et tout ça. Bon, donc, aussi pour rebondir un peu sur la question qu'a posée Jean-Paul, c'est-à-dire, il n'y a pas de mouvement anti-guerre puissant en France et tout ça. Je pense qu'il faut partir de là où on en est et voir comment, à partir de là, on peut développer ce mouvement-là. Je donne juste un exemple. Barkhane, à partir du moment où il y a eu des soldats morts français, tout à coup, le débat sur la question de Barkhane a commencé à se poser. Jusqu'à ce que même Macron dise, il faut peut-être, il faut voir s'il faut rester ou pas, tout en disant non, il ne faut pas partir, Mais il a reconnu qu'il y avait un débat. Je pense que ça, c'est important. Parce que ça veut dire que s'il y a un débat, ça veut dire que cette idée-là, de l'inéluctabilité, de la nécessité de participer à ces guerres, est posée dans l'opinion. Et à partir de là, je pense qu'il y a 2 idées qu'il faut vraiment faire grandir dans l'opinion. D'abord, j'ai donné un mot d'ordre, hein, mais on a pu vérifier qu'il avait un impact. Quand on dit, par exemple, de l'argent pour la santé, l'école, et pas pour faire la guerre, ni au Mali, ni ailleurs. Ça, ce sont des mots d'ordre que je pense que ça fait partie du combat pour gagner les opinions, qu'il faut marteler et qu'il faut marteler en particulier, par exemple, dans le mouvement
des travailleurs qui se battent contre les conséquences qu'on leur fait payer de la crise actuelle. Deuxième élément, la question du SNU. Le service national universel, c'est un élément, Nils en a parlé, c'est un élément extrêmement important dans la stratégie de Macron pour l'endoctrinement de la jeunesse à la question de militarisation et d'habituer les gens à réfléchir qu'effectivement, il faut aussi payer de sa personne pour défendre les valeurs de la République. Et bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit collectif qui s'est créé contre le SNU, qui fait un travail d'explication en direction des jeunes, des enseignants, parce que comme ça a été souligné, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est chargé de ce travail, du SNU. Et donc, je pense qu'il y a des terrains sur lesquels on peut marquer des points. Mais je termine là-dessus, je pense que ce qui est important, c'est que si l'impérialisme français n'est pas en mesure de gagner militairement, eh ben, moi, je dis tant mieux. Tant mieux. Et on ne va pas chercher à lui faire gagner la guerre qu'il mène contre des peuples. Et il faut faire grandir cette opposition, encore une fois, d'abord dans les têtes. Mais dans les têtes et dans le mouvement social. Et je suis persuadé que cette question-là, c'est-à-dire le lien entre la crise économique, la crise sanitaire, les conséquences sur les populations, des milliards qui partent dans des plans de relance. Mais dans ces plans de relance, il y a les monopoles de l'armement. C'est un travail d'explication qu'il faut faire pour dire non, cet argent ne doit pas aller dans ces secteurs qui sont aujourd'hui les secteurs de pointe. Nils a parlé de cette question de la numérisation de l'armée virtuelle et tout. Enfin, pardon, c'est pas l'armée virtuelle, elle n'est pas virtuelle du tout. Mais il faut montrer que tout cet argent va dans ces secteurs-là. Et il faut dire non. Et je pense qu'il faut le dire et il faut aussi que ça soit repris dans les mots d'ordre du mouvement syndical, du mouvement ouvrier, de la jeunesse. Et je pense qu'on a vraiment un boulot très important à faire de conviction, faire des argumentaires, trouver des arguments pour combattre la propagande qui effectivement est aux mains, d'ailleurs chez nous, c'est une caractéristique, les médias sont aux mains des marchands de canons en France, plus que dans d'autres pays encore. Donc c'est vrai que c'est une grosse bataille, qu'il y a une inégalité de moyens, mais ce qui doit nous rendre optimistes, c'est que justement, il y a non seulement, comme je disais, il y a un refus de la guerre, mais il y a aussi un refus de l'ensemble de cette politique. Et cette politique avec son versant de politique de guerre. Moi, je voulais dire aussi, vous allez recevoir bientôt la lettre de la FASPA qui fait son éditorial sur le traité d'interdiction des armes nucléaires qui est entré en vigueur puisqu'il y a un certain nombre de pays, le nombre de pays voulus qui l'ont signé. Il y a 86 pays dans le monde, dont 29 pays africains qui ont signé ce traité, mais il n'y a aucun des 5 membres du Conseil de sécurité, ceux qui ont le droit de veto en plus, ceux qui se permettent d'avoir le droit de veto, qui sont des puissances nucléaires et qui n'ont pas signé ce traité. Ça, c'est une bataille quand même qu'on peut mener parce que les gens, la bombe atomique, même si c'est quand même quelque chose qui est important. Et alors, au niveau du prix, quand on voit ce que ça coûte, l'armement atomique, ces armes inutiles et dangereuses, et en plus, je pense que c'est peut-être un des fils qu'on peut tirer. Et moi, je voulais savoir, en 1950, quand il y a eu l'appel de Stockholm, il y avait le Conseil mondial pour la paix, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, Nils, un conseil, quelque chose d'international qui regroupe des mouvements qui se battent à droite à gauche dans le monde, dans les pays pour la paix? Le Conseil mondial existe certainement toujours. Je ne sais pas s'il est toujours à Prague ou ailleurs, mais il existe certainement toujours. Mais il a évidemment plus du tout l'influence morale et populaire qu'il a eu à un moment donné. C'est certain. C'est certain. Tu as raison de soulever le coût des
du maintien de l'armement atomique ou de l'amélioration des armements atomiques, parce que les deux choses interviennent et sont lourdes dans les budgets des États ou pour laquelle ou autre. Mais il faut voir aussi la dimension que prennent les démarches actuellement pour les investissements nécessaires pour les armes nouvelles, les armes nouvelles qui peuvent transporter des armes atomiques tactiques, mais etc. Un des grands objectifs actuellement est de pouvoir détruire les satellites d'information des armées. C'est-à-dire que si on envoie une fusée dans un satellite et que cette satellite est détruit, l'armée au sol n'a plus de communication. Donc aujourd'hui, donc c'est une armée paralysée. Donc dans la grande stratégie entre grandes puissances, c'est une question clé de pouvoir détruire le satellite de l'autre. Seulement pour pouvoir détruire le satellite et qu'il ne soit pas intercepté par une fusée interne pour le contrer, il faut des vitesses exceptionnelles. Donc on dit la Russie aurait essayé une fusée qui va à Mach 20, c'est 20 fois la vitesse du son. Hein. Peut-être. En tout cas, il y a des fusées à Mach 5, ça, il y en a, les Américains en ont, les Russes aussi, etc. Et même Mach 10. Un petit détail scientifique qui donne les problèmes que ça demande à résoudre. Une fusée qui va à Mach 5, au bord d'attaque de la fusée, la température est de 1485 degrés. Lorsqu'elle va à Mach 10, la température est à 5880 degrés. Il faut donc des matières, il faut donc des produits qui résistent à ces températures-là. Et on les a actuellement, on les a à des fins militaires, on les utilise pas encore à des fins pacifiques, hein, mais on les a. C'est-à-dire qu'on a les moyens que ça coûte, la question atomique coûte beaucoup. Et ça coûte également, c'est des sommes fabuleuses qui sont investies, et par la Russie, et par la Chine, et par les États-Unis. Macron vient d'attribuer 3 milliards justement pour ces questions-là dans les budgets à venir pour la France. Il faut bien se dire que 3 milliards, c'est dérisoire, hein, par rapport aux 20, 30, 40 milliards. Macron, c'est 3 milliards pour 3 ans. Je crois que les États-Unis, c'est 20 ou 30 milliards par année. Donc, c'est absolument hallucinant. Et une autre chose qui est, je crois, intéressante du point de vue stratégique, militaire aussi, pour aussi aborder précisément cette question-là, il y a pour les militaires, c'est une découverte, il y a ce qu'ils appellent le concept A2, AD. A2, c'est-à-dire empêcher l'accès à une zone et l'interdiction de zone, et l'AD, c'est le déni d'accès, c'est empêcher qu'on vienne chez soi. Bon. Il paraît, c'est un grand reproche qui est fait à la Chine, à la Russie et à l'Inde et à d'autres pays, c'est que, ayant étudié toutes les guerres d'Irak, d'Afghanistan, de Libye, etc., et tous les moyens utilisés par les armées occidentales et de l'OTAN pour entrer dans les pays et occuper les pays, ils ont élaboré des thèses d'opposition qui sont là de AD. Hein, c'est-à-dire par air, par mer, par terre, par tous les moyens, pour que les stratégies appliquées par les puissances occidentales dans les interventions qu'ils ont faites depuis 1990 ne soient pas opératives chez eux. Donc, et là, il y a une montée en puissance des deux côtés à trouver la faille chez l'autre, c'est ce que je disais, à la fois détruire l'autre et empêcher d'être détruit soi-même. Bon, eh bien, on lit ça, je lis là quelque chose dans une publication qui a été faite dans une publication française. Les deux problématiques, AD, se distinguent en termes conceptuels ou opérationnels, mais elles se rejoignent autour d'une même idée, un nombre d'États grandissants. Donc, c'est le cas, il s'agit là de la Chine, de la Russie, de l'Inde et d'autres. Un nombre d'États grandissants cherche actuellement à entraver
la liberté d'action des puissances expéditionnaires, c'est-à-dire nous, sur des théâtres extérieurs. Donc, les autres se préparent et on est scandalisé qu'ils se préparent. Hein? C'est ce qu'il dit là. Greta Thunberg cherche actuellement avoir une liberté d'action, d'empêcher notre liberté d'action sur des champs extérieurs. Et c'est dans un texte militaire publié il y a 1 an. Hein? Donc, pour certains, je ne dis pas que hein, pour certains, la guerre est dans une logique implacable qui va se faire et qu'on prépare, et on sait que les autres se préparent. Et nous, on se prépare, il faut être mieux préparé qu'eux. Donc, c'est vraiment un engrenage qui existe. Il n'est pas le seul. Comme on l'a dit, il y a quand même des gens. On ne va pas forcément à la guerre et au suicide politique et militaire facilement, mais il y a des gens qui sont dans cette logique-là. Et donc, je pense que il faut qu'on ait conscience que le danger principal aujourd'hui de guerre qui se déclenche, les contradictions interimpérialistes, il n'y a pas un impérialisme meilleur que l'autre, hein, je suis clair. Mais dans la menace principale aujourd'hui, elle est plus occidentale que venant. La Russie n'a pas les moyens de faire une guerre mondiale. Même s'ils ont des capacités militaires très fortes, ils n'ont pas les moyens de faire une guerre mondiale. Et la Chine ne l'a pas non plus aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas, ou en tout cas, elle n'a pas intérêt. La Chine n'a pas intérêt aujourd'hui à faire une guerre. Le danger de guerre, c'est justement, c'est un peu ce qu'avait dit Thucydide au moment des guerres. Thucydide avait dit, le danger d'une guerre, c'est quand quelqu'un s'affaiblit et qu'il voit l'autre monter. Et avant qu'il soit trop faible, il veut faire la guerre pour encore se maintenir au pouvoir. Là, il y a aussi un engrenage dangereux. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il est inéluctable, je ne dis pas qu'il est certain, mais il est dans les conceptions qu'on doit avoir. Attention, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui se sent s'affaiblir par rapport à quelqu'un qui se renforce. Et comme on est un peu dans ce processus-là actuellement au niveau mondial, la question est posée et donc il faut être vigilant là-dessus. Concernant le positionnement des États-Unis, on a vécu 4 ans avec Trump et une stratégie qui s'inscrivait dans ce que tu as décrit. Comment toi tu vois Biden aujourd'hui sur ce don? On vient de voir que sur le plan économique, il lançait des grands travaux. Deuxièmement, il se récupère le climat. Sur le plan il cherche d'avoir un leadership mondial et le seul est de retrouver l'Amérique première et toute puissante. Biden n'est pas Trump, c'est sûr, hein, mais il y a quand même des choses qui alors qui ne se modifient pas entre Biden et Trump. C'est que les États-Unis veulent être sont et veulent rester la principale puissance mondiale. Et ça, là-dessus, toute puissance qui sera une menace pour eux ou qui représente un obstacle, il faudra la combattre. Et sur ce point-là, la politique de Biden et celle de Trump vont être identiques, ou avec des nuances parce qu'ils vont se manifester différemment, mais l'hégémonie, la primauté des États-Unis sur le reste du monde, ça, c'est une chose qui est inscrite dans les gènes des pouvoirs des États-Unis et qui ne vont pas se modifier avec Biden. Du reste, sur Biden lui-même, on a une information, enfin un exemple très précis, c'est la guerre d'Irak. La deuxième guerre d'Irak, celle déclenchée par Bush. Aux États-Unis même, il y a eu petits débats, dans le monde un peu plus, en France, il y a eu débat, etc., contre cette guerre, parce que il y avait affirmé que Saddam Hussein avait la bombe atomique, c'était un mensonge évident. Et donc, faire une guerre pour une chose qui n'existait pas, si ce n'est pour des intérêts autres, il y avait une forte opposition. Il y avait une opposition aux États-Unis aussi, faible, mais il y avait une opposition.
à ce moment-là, les faux cons, comme on les appelait, les néoconservateurs américains étaient au pouvoir. Donc, l'affaire était entendue. Bush avait les mains libres. Mais il y a des démocrates, entre autres, qui se sont opposés. Biden, lui, était à ce moment-là président pas du Sénat, et donc Biden a été un chaud partisan, un défenseur absolu, déterminé de l'intervention en Irak. Il y a même cette anecdote où à un moment donné, un démocrate, parti dont il était, qui prend la parole, et Biden l'interrompt et dit oui, mais c'est l'heure d'aller manger, on arrête ton intervention ici. Pour un démocrate qui voulait dire peut-être qu'il y a des réserves à l'intervention américaine en Irak. Donc Biden a été reconnu et plusieurs années après, il a maintenu sa position. J'avais raison d'être pour l'intervention en Irak. Donc sur ce côté-là, je ne pense pas qu'il y aura il y a un changement de personne, il y a un changement de vision du monde et des États-Unis entre Biden et Trump, mais il n'y aura pas de changement sur les questions dont on parle ce soir, qui seront modifiées par Biden, et au contraire, peut-être même. J'avais, Niels, par rapport au partage du monde, donc après la guerre, il y a eu Yalta, il y a eu les partages, il y a eu les différents accords qui ont été effectués entre pays. Aujourd'hui, ces accords sont revus de façon différente sur des champs différents. Le continent africain, et on voit toute la partie subsaharienne, tous les pays d'Afrique noire francophones, où la France est sur des territoires militaires avec des combats. Et aujourd'hui, l'émancipation, la conscience du peuple africain ne veut plus de la France dans ces pays. Et les luttes contre Boko Haram, voilà, ne sont pas partagées. C'est-à-dire quand la France ne veut pas un pays, elle envoie un autre pays comme le Tchad aller sur Boko Haram, et après les pays qui sont traversés ne sont pas autorisés eux-mêmes à être sur les champs avec leurs militaires de leur pays. Et derrière ça, on le voit par rapport au Nigeria, le Cameroun et le Tchad, et voilà donc tout ce qui se passe actuellement. Et derrière ça, ma question, c'est de savoir jusqu'où un pays peut-il aller dans l'ingérence. C'est-à-dire que les gouvernements, avec leurs présidents, couvrent les plus grands, les hommes les plus riches du monde. Et donc, cette sphère ne peut plus se limiter, c'est-à-dire elle va sur des niveaux incompréhensibles pour des citoyens comme nous. Et on voit la prise de conscience, en fait, des citoyens africains qui, aujourd'hui, ne veulent plus de la France, en tout cas, dans leur pays. Et il commence, on voit le gouvernement français commence à faire retirer, en fait, des sociétés. Et donc, ce partage du monde, comment va-t-il s'effectuer? Puisqu'en fait, l'Afrique n'a pas la transformation. Et donc, on voit que les diasporas américaines d'origine africaine ont un pouvoir très important sur l'ouverture, en fait, des politiques dans ces pays africains. Et donc, on peut voir par rapport, nous, nos appuis, la France qu'elle donne comme appui au futur président et à cette nouvelle génération de présidents dans ces pays. Je ne sais pas ce que tu en penses et comment on peut le visualiser dans le futur. L'ingérence est finalement une chose qui est ensuite du processus de colonisation, etc., qui est finalement une chose qui est considérée par les puissances ex-coloniales comme une chose normale. L'ingérence est une chose naturelle, normale, c'est notre droit, on a dominé. Et je crois justement que c'est un reflet, lorsqu'avant on menait des opérations coloniales,
eh bien, ça devenait une colonie, c'est-à-dire qu'effectivement, on établissait sa paix coloniale, on exploitait les pays et on était maître des lieux. Et c'est ce que démontrent les guerres d'Afghanistan, d'Irak et de Libye aujourd'hui. Eh bien, non, ces puissances, ces ex-puissances continuent à s'ingérer, mais ne sont plus en mesure de dominer, d'écraser et d'imposer au peuple leur domination. Donc, et bien sûr que ça suscite du rejet. Il y a du rejet en Afrique. Je pense qu'on ne nous en parle pas, mais le rejet finalement des Occidentaux, ou éventuellement ça peut être aussi de là où il y a des troupes russes ou ailleurs, bien sûr, le rejet des puissances qui s'ingèrent dans les affaires d'un État. C'est une chose qu'on nous cache, mais on peut aller en Afghanistan, on peut aller en Syrie, on peut aller au Liban, on peut aller partout, on peut aller même dans les Balkans. Ce rejet est réel, il est profond. Hein. C'est une parenthèse, mais hier soir, j'ai entendu un exposé qui a été fait pour le moment de la paix de Georges Korn, qui est un Libanais, qui est finalement un intellectuel libanais, universitaire, etc., totalement occidentalisé au sens culturel. Il y a un rejet chez lui de tout ce qui est occidental, absolu et total. Hein. Mais bon, des politiques occidentales, bien entendu, des politiques occidentales. Donc, on n'imagine pas le rejet que l'on suscite dans le monde. Hein. Je lisais il y a 2 jours un article, une interview faite d'un responsable russe qui avait été un proche de Gorbatchev et qui disait l'Occident a perdu la guerre froide parce que a perdu l'après-guerre froide, parce qu'en Russie, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, je peux pas en juger, en Russie au moment de Gorbatchev, 80% des Russes étaient pour l'Occident. Aujourd'hui, il dit 80% des Russes sont pour la Chine. Bon, je pense qu'il y a peut-être une exagération dans son dire. Mais on ne comprend pas combien le fait comment la Russie a été traitée, comment l'Afghanistan a été traité, comment l'Irak a été traité, comment le Sahel et les pays africains sont traités de manière globale. On n'imagine pas les ressentiments que ça crée et qui vont aller s'amplifiant justement dans un contexte, donc raison de plus du reste d'être solidaire avec eux et de se sentir proche d'eux parce qu'on est dans le même bateau, hein, on est dans la même situation devant dans le cadre des contradictions interpays qu'il y a. Donc nous avons à les combattre de la même manière et côte à côte. Donc c'est tout ça. Mais je crois que on est ce qu'on nous dit, c'est le langage qu'on veut, qui est un langage de désinformation par rapport à la réalité des sentiments qui peuvent se manifester dans ces pays-là, comme tu disais, en Afrique. Y a-t-il d'autres intervenants? Je veux ajouter une chose. Comme je le disais au début, le livre ne comporte, c'est fait une courte synthèse résumée de tout ce qui a été dit, écrit et publié pendant ces années, depuis les années 90, des conflits. Et donc, on a, les éditions Terrasse, on a convenu, on va faire sur le site des éditions un blog où on reprendra tous les textes qui ont participé aux différentes luttes contre la première guerre du Golfe, la guerre du Kosovo et dans l'ex-Yougoslavie, au Kosovo et en Yougoslavie, en Serbie, et après toutes les guerres qu'on a citées tout après. On va faire un blog qui reprendra tous les textes pour toutes les étapes afin de montrer de manière plus approfondie et plus large
tout ce qui a été extrêmement synthétisé dans le livre, parce que l'objet du livre, c'est finalement un rappel pour ceux qui ont vécu ça, et essayer de montrer, de faire comprendre aux plus jeunes, hein, c'est ça qui est important aussi, comment marchent les mécanismes, ces mécanismes qui seront utilisés demain pour justifier de nouvelles interventions, de nouvelles guerres, et les politiques militaires qui sont menées par les différents pays, et les politiques d'armement, les dépenses d'armement aujourd'hui sont depuis 2009, les dépenses d'armement dans le monde ont dépassé celles qu'elles étaient au moment les plus intenses de la guerre froide, c'est-à-dire les années 1980. Les dépenses d'armement dans le monde sont aujourd'hui beaucoup plus importantes. Et il s'est passé un phénomène depuis 2005 qui n'est pas sans signification. Aujourd'hui, les dépenses d'armement sont plus fortes. Les dépenses d'armement où l'Europe était le pays qui s'armait le plus dans le monde, jusqu'au moment où les États-Unis, l'Europe était toujours la grande puissance dominante dans la dépense d'armement. Depuis 2005, l'Europe est dépassée par l'Asie. C'est-à-dire le monde asiatique, aujourd'hui, dépense plus en armement que l'Europe. Et l'intéressant, c'est qui leur fournit des armes et qui arme l'Asie. Eh bien, ce sont les puissances occidentales, et à 65% des dépenses, des achats d'armes dans le monde, 65% des ventes d'armes dans le monde sont effectuées par les pays membres de l'OTAN. Dans la France, qui est après les États-Unis, le principal vendeur d'armes dans le monde au sein de l'OTAN. Donc, nous armons, et avec des armes extrêmement sophistiquées, le monde et des pays, y compris un exemple, l'Arabie Saoudite, dont le budget militaire est supérieur à celui des États-Unis, à celui de la Russie. Le budget militaire de l'Arabie Saoudite est supérieur à celui de la Russie, non pas parce qu'ils ont une armée puissante et nombreuse, mais parce qu'ils achètent des armements ultra sophistiqués avec les milliards qu'ils disposent. Et ces armements-là, qu'est-ce qu'ils vont en faire un jour? Est-ce qu'ils vont les employer? Pas les employer, on n'en sait rien. C'est pas quel contrôle on peut en avoir là-dessus, et on continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Mais quel risque ça peut présenter par rapport à l'opposition qu'il y a, par exemple, avec l'Iran? Ça peut être grave parce qu'ils peuvent attaquer l'Iran alors que ça. La question, on a parlé Chine, États-Unis parce que c'est. Oui, on n'a pas parlé du Proche-Orient. Mais la question iranienne, la question israélienne, la question turque, qui a manifestement des ambitions géopolitiques évidentes de remplacer l'Arabie Saoudite comme centre du sunnisme dans le monde musulman. Enfin, ça c'est tout à fait explosif. Il y a aussi des fortes contradictions dans l'Asie du Sud-Est, entre certains pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, les potentialités de guerre ne sont pas uniquement dans la grande guerre majeure, mais elles sont dans des guerres plus réduites, mais dont on ne sait jamais au moment où elles commencent, ou si l'engrenage ne les conduit pas à se généraliser et à devenir plus étendue. Donc, la menace est à tous les niveaux. Je crois que tout l'enclenchement de processus de caractère militaire, actuellement avec le surarmement, parce qu'on est dans un monde surarmé, et qu'il y a un peu partout, et sur tous les continents, l'Afrique moins que les autres parce qu'elle a moins d'argent, mais elle ne manque pas de Kalachnikov. Donc, la situation est dangereuse en soi, et là aussi, il y a affaire à lutter et à bloquer et à s'opposer fermement au commerce des armes, qui est aussi un facteur important, en plus qu'il renforce les milieux les fabricants d'armes et le milieu industriel.
Et il y a aussi une lutte importante à mener contre le commerce des armes, dont la France est effectivement un acteur important. Je pense que compte tenu de l'heure où on approche les 20 heures, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions en suspens qui restent, qui demeureraient, ou vous pensez qu'on peut conclure cette conférence importante que nous venons de vivre? Donc, moi, je ne ferai pas la synthèse de la conférence parce qu'il y a énormément d'informations qui nous ont été portées. Les échanges ont fouillé encore davantage les choses. Je dirais que tu as mis le doigt là où les questions sont dans les perspectives un danger imminent d'une certaine manière. Tu nous as apporté, tu nous aides à comprendre un certain nombre de situations, tu nous as apporté beaucoup d'informations et aussi ouvert des pistes de réflexion. Il nous appartient donc à chacun de voir comment nous allons prolonger ce débat et comment nous allons être partie prenante de la construction d'un rapport des forces pour inverser la tendance qui existe aujourd'hui. Et pour finir, je prendrai une de tes phrases de ton livre. Il faut mener la guerre à la guerre et c'est urgent. Nils, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Et je remercie également l'ensemble des participants qui ont donné, qui ont d'abord écouté et qui ont participé dans le débat. Et donc, nous vous informerons prochainement d'une nouvelle conférence